En français, c'est le titre, c'est La Bête du Marais. La Bête, c'est l'histoire d'un vieux monstre qui a ressurgi du passé et qui commet les pires atrocités en Provence. Et le rôle du commandant de Palmas, c'est d'arrêter ce monstre. C'est très difficile pour un policier d'arrêter une bête, car une bête n'est pas humaine. Et voilà, donc il va essayer de comprendre pourquoi ce monstre est revenu du passé le plus ancien jusqu'à nos jours. Je continue à faire des films. Je fais toujours des films documentaires. Et j'ai toujours voulu que mes romans enseignent quelque chose aux gens, sans être pédant, sans avoir le ton pédagogique. J'ai toujours voulu que, quand on lit un roman, ce qui est important, c'est ce qu'on en retient. Donc j'ai voulu que les gens fassent connaissance de la Tarasque, les gens fassent connaissance des légendes provençales et se posent la question de ce que tout ça va devenir face au tourisme, face au tourisme de masse, face à toutes ces choses-là. Ce qui est important dans un roman, c'est ce que vous retenez. Il y a beaucoup de romans noirs, quand vous les lisez, vous retenez rien en fait, c'est juste pour faire peur. Ce que j'essaie de faire, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, c'est que une fois que vous avez refermé le livre, vous réfléchissiez à ce que vous avez lu. Ça, c'est très important. Chaque film est un film de fiction en fait. La réalité n'existe pas vraiment, contrairement à ce qu'on croit. Mais blague mise à part, c'est évident que ce n'est pas le même travail de faire un documentaire ou d'écrire un livre. Mais en même temps, la manière dont vous décrivez le réel, la manière dont vous décrivez la personnalité des gens, c'est très proche du documentaire en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est très proche du documentaire. Les écrivains ont toujours été de bons documentaristes. Balzac était un bon documentariste. Dostoïevski, quand il écrivait L'Idiot ou Crime et Châtiment, qui est un polar, faisait du documentaire sans le savoir. Je suis né à Marseille, j'y ai vécu 30 ans. Et j'ai dû, pour mon métier, partir à Paris. Donc je vis à Paris maintenant. Mais Marseille est une ville très forte. C'est un peu comme Barcelone, c'est une ville qui est une grosse personnalité. C'est pas forcément une très belle ville sur le plan architectural, c'est pas comme Barcelone. Mais c'est une ville qui, tout en ombre et en lumière. Comme je dis toujours, là où il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de noirceur, il y a beaucoup d'ombre. Donc c'est une ville qui ne laisse personne indifférent. C'est une ville qui est mal aimée en France. Et j'ai voulu la rendre, peut-être lui rendre un peu hommage, toujours, parce que c'est une ville qui me manque. La mer me manque. Quand on est à Marseille, on a la mer, on a le soleil. Quand on est à Paris, on a une belle ville, mais on a la grisaille, on n'a pas la mer. Et donc j'ai voulu parler de tout ça parce que c'est surtout un manque en fait. Je crois qu'on parle bien d'une chose quand elle vous manque. On parle bien d'une femme quand elle vous manque. On parle bien d'une ville quand elle vous manque. Et c'est le cas de Marseille, je pense. Quand vous écrivez un livre, vous avez le choix dans le polar entre deux choses. Soit vous inventez l'intrigue, soit vous allez la chercher dans la page des faits divers d'un journal. Moi, je ne vais pas la chercher dans la page des faits divers, j'invente tout. Tout est inventé, il n'y a aucune connexion entre l'intrigue et une intrigue réelle, jamais. Je ne prends jamais de meurtres historiques, de meurtres qui ont défrayé l'actualité, etc. Par contre, en tant que documentariste, j'ai rencontré des policiers, des juges, des avocats, des voyous et des assassins. Et la description que j'en fais dans les livres, là, est conforme à ce que j'ai ressenti en les rencontrant. La psychologie des voyous, par exemple, est une psychologie très particulière. Et pour en parler, je crois qu'il faut les avoir rencontrés. Et j'en ai rencontré pas mal, et c'est difficile de mettre ça dans un livre quand on ne les connaît pas. On se trompe souvent. Mais la réalité d'un meurtre est souvent beaucoup plus sordide, beaucoup plus dure que la réalité d'un meurtre dans un roman.
Les gens croient écrire des choses terribles dans les thrillers. Et en fait, quand on voit ce que j'ai vu, moi, sur le terrain, on est toujours très loin. Très très loin. Il manque l'odeur, entre autres. Quand on voit la guerre à la télévision, par exemple, enfin, c'est juste un aparté, on oublie toujours que la guerre, ça sent mauvais. Un cadavre éventré, c'est terrible. Ça pue, c'est la poussière, l'odeur de la poudre, etc. Le regard des gens aussi, la folie dans le regard. Non, je ne sais pas s'il existe, s'il peut exister ou pas. Il fait partie de. Je crois que c'est un mélange de tous les policiers que j'ai rencontrés. C'est un peu emprunté un peu à tout. Il y a des policiers qui sont un peu comme ça en rupture de leur hiérarchie. Les bons policiers sont toujours en rupture avec la hiérarchie. Ils ont toujours des problèmes avec la hiérarchie. La police, en France ou même ici, est quelque chose de très hiérarchisé, comme l'armée, peut-être même pire que l'armée encore, contrairement aux apparences. Et les policiers qui veulent faire correctement leur travail sont obligés de désobéir tôt ou tard aux ordres qu'on leur donne. En France, la police judiciaire est sous le contrôle du juge d'instruction et sous le contrôle de la justice. Et le dialogue entre la justice et la police est très difficile, surtout dans les affaires criminelles, car si vous voulez qu'un policier soit bon, il faut lui laisser son inspiration et il faut lui laisser son intuition. Des fois, il peut se tromper, mais des fois, ça peut marcher. Et De Palma, il a ce problème récurrent, il se fie à ses intuitions, et ses chefs, sa hiérarchie lui disent « Mais attendez, vos intuitions, c'est pas forcément la vérité ». Et son problème aussi, c'est qu'il est violent. Il a tendance un peu à dégainer son arme pour tirer sur les gens. Ça, c'est un problème grave dans la police. Ça, il n'y a pas de policiers qui dégainent leur arme, c'est rare. La justice, bien sûr que je crois en la justice, j'ai fait beaucoup de films sur la justice. La justice est une institution qui est très difficile à fonctionner correctement. Si on se place du côté de la victime qui attend beaucoup de la justice, on est toujours déçu. On se dit, on a tué mon enfant et la personne arrêtée prend 20 ans de prison et c'est pas la justice. Si on se place du côté de celui qui va en prison, 20 ans de prison c'est très long, c'est toute une vie. Donc ce sont des choses qui sont très difficiles à appréhender et qui sont humainement très, très lourdes. Quand on va dans une cour d'assises, c'est très difficile d'assister à un procès sans avoir de l'empathie pour les uns et pour les autres. Moi j'ai vu des gens prendre la réclusion criminelle à perpétuité, c'est-à-dire que tout à coup, autour d'eux, tout le monde s'effondre. C'est-à-dire que vous partez pour votre vie en prison, votre vie est finie. Et en même temps, en face, vous avez le crime qu'ils ont commis. Et c'est très difficile de juger quelqu'un. Les gens vont vous dire il faut les passer par les armes, il faut les tuer, c'est la peine de mort. Comme on fait aux États-Unis, d'autres vont vous dire il faut être plus conciliant. C'est un sujet très difficile, la justice. Mais il faut croire en la justice, parce que les États qui n'ont plus de justice sont les États fascistes. Et là, ils sont très dangereux, ceux-là. Il vaut mieux une justice qui parfois marche mal qu'une justice qui marche trop à la solde du pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Comme on le voit actuellement en Égypte. Il faut croire en la justice, bien sûr. Il faut y croire dur comme fer, il faut la défendre aussi. Elle est souvent attaquée, en France notamment, elle est souvent attaquée à tort. Les juges font souvent très bien leur travail, ils commettent des erreurs comme tout le monde. Les erreurs qu'ils commettent se paient comptant, elles se paient très cher, dans le cas d'erreurs judiciaires. Mais il faut quand même y croire. Parce que s'il n'y a plus de justice, alors il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de société, il n'y a plus rien. C'est le monde des loups. C'est ce qui se passe en Égypte actuellement. Où la police frappe les gens et où personne ne sera jamais jugé. C'est un vrai problème. Il faut que la police soit aux ordres de la justice et non l'inverse. Vous comprenez, ça c'est très important. Pour les documentaires, je sais, on me demande de faire des films, on me dit voilà, tu vas faire un film sur tel sujet. Des fois c'est moi qui propose, mais ça c'est le travail. Pour les romans, une idée vient
C'est difficile à dire ça. Tout à coup, ça vous traverse l'esprit, vous dites tiens, ça c'est intéressant, puis vous le développez. C'est très difficile de savoir pourquoi on s'intéresse aux choses et comment elles vous viennent à l'esprit. Je crois que c'est très difficile. Je m'intéressais à la préhistoire, je m'intéressais à l'homme premier, comme on dit, donc j'ai écrit un livre là-dessus qui parle de ça. Je m'intéressais aux légendes provençales de la Provence, à Frédéric Mistral entre autres, j'ai écrit un livre qui parle de ça. Comment l'idée est venue, c'est difficile. Il y a des auteurs dont c'est le métier qui écrivent, qui savent ce qui va marcher, donc ils écrivent ce qui va marcher. Moi, c'est pas du tout, c'est pas du tout ça. Je fais des livres que j'ai envie de faire, et puis voilà. Non, j'ai jamais pensé que je serais un jour écrivain de polar, écrivain tout court. Ça s'est fait un peu par hasard. C'était un copain qui était éditeur qui m'a demandé d'écrire un livre et j'ai écrit la première empreinte. Et puis ça, vous savez, l'écriture, quand vous rentrez dedans, vous savez, vous mettez le doigt, il y a tout le bras qui y passe, il y a tout le corps qui y passe.